Répondez-vous à ceux qui pensent que l'islam change justement la France. Et quand ces personnes-là pensent ça, c'est dans le mauvais sens. L'islam amène des choses en France qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Parce que ce qu'ils connaissent de l'islam, c'est la caricature de l'islam. Ce qu'ils connaissent, c'est finalement ce que ce que disent les médias, c'est ce que disent. Tout à l'heure, par exemple, je vous écoutais et on disait à l'une des personnes, enfin qui est peut-être Clément Petit. Voilà, elle disait qu'elle était contre le fait, par exemple, que le service public passe des émissions religieuses. Le dimanche matin. Mais comment dire, ce que doit faire le service public en premier, c'est de la pédagogie. Comment on peut comprendre les musulmans si on connaît pas leur religion? Et c'est ça en fait. Comment on peut comprendre les juifs si on connaît pas le judaïsme? Comment on peut comprendre le christianisme si on connaît pas le christianisme? Et c'est ça qui est important. Non, alors elle disait qu'on parlait peut-être trop de religion aussi. On ne cesse de parler justement. J'ai l'impression moi de l'islam. Vous avez regardé ce dimanche là, c'est des pastilles quasiment. Non mais l'islam est dans toutes les bouches. On parle tout le temps de l'islam. Mais l'actualité en France, l'actualité internationale. Bien sûr. Mais on en parle mal, selon vous. Mais pas selon moi. C'est véridique. Je veux dire que, encore une fois, c'est pas une minorité qui doit dicter sa loi. C'est pas parce que il y a certains extrêmes qui crient fort qu'ils ont raison. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est là pour amener de l'intelligence, prise de hauteur. Moi, il y a des personnes qui ont lu mon livre, qui ont été bouleversées et qui sont venues me voir bouleversées en disant voilà, enfin, il y a des perspectives. Enfin, tu nous donnes matière à comprendre véritablement qui sont nos compatriotes musulmans et comment. Des bons blancs catholiques. C'est ça, ce sont ces personnes-là. Qui viennent me voir? Oui. Non, tout le monde. Bouleversé, tout le monde. Il y a des, quand vous dites bons blancs catholiques. Façon de parler. Justement, pour renvoyer par opposition à ce que vous pouvez représenter et qui peut éventuellement leur faire peur. C'est Abdel Malik, son nom, le fait qu'il soit noir, qu'il soit musulman, il est pas comme moi, quoi. Voilà, c'est pas comme, je sais pas, moi, vous parliez de commémoration de la Grande Guerre. Moi, mon grand-père a fait la guerre 39-45, il a fait Indochine. Je suis je suis français originaire du Congo, mais je suis totalement français. Et puis en moi, il y a pas de schizophrénie. Je suis pas franco-congolais, je suis totalement français et mes racines sont africaines. Je suis français, européen, et c'est important de pas être dans le déni de la réalité. Aujourd'hui, on peut s'appeler Abdel Malik, être musulman, venir de quartier et se sentir totalement à l'aise dans son pays, en France, et comprendre que les valeurs républicaines et laïques sont fondamentales et il n'y a aucun problème. Alors, effectivement, si on me regarde en pensant à ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui se passe ou ce que tels extrêmes font de ci et de là, et finalement on a un regard biaisé. La France devient-elle raciste? Comme l'a écrit Harry Roselmack dans Le Monde. Mais ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, quand même, on l'a dit en passant, mais qui aurait pensé que le Front National pourrait devenir une alternative véritable? On l'a vu en 2002, mais il y a 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, le Front National, c'est un parti raciste? De mon point de vue, oui, puisque on fait le distinguo dans la communauté nationale. C'est-à-dire que de mon point de vue, la communauté nationale, elle est une et unique et j'ai envie de dire indivisible. On ne doit pas mettre de l'huile sur le feu, qu'il y ait des suspicions sur un tel en disant oui, est-ce qu'ils se sentent véritablement. Pour moi, il y a une vraie problématique là. C'est-à-dire que où sont les grandes figures, je sais pas moi, en politique, où il y avait cette démarche éthique, où il y a une déontologie, où il y a vraiment, et puis cette envie tout simplement d'avoir une démarche humaine. Christiane Taubira hier rappelait à ses propres amis qu'elle n'avait pas été beaucoup soutenue suite aux caricatures, aux insultes qu'elle a reçues. Alors il y a eu cette ex-candidate FN qui faisait la comparaison entre Christiane Taubira et Guénon, mais elle reçoit régulièrement des insultes au ministère. Elle disait finalement personne s'en soucie. Le racisme est une maladie et la France est touchée par cette maladie. Et il est important, nous qui sommes un pays riche de sa diversité, nous qui sommes un pays avec une histoire humaine et humaniste si grande et si importante, nous qui avons des intellectuels de si grande valeur, des artistes, on ne peut pas avoir une attitude comme ça. On ne peut pas faire du Front National une alternative. On doit amener de l'intelligence. On doit déconstruire le préfabriqué en pensée que nous amène généralement, sans vous pointer du doigt, mais ce que nous amènent les médias. Ils disent que le racisme, c'est aussi, par exemple, l'impossibilité pour un juif d'aller dans certains quartiers en France parce qu'il sera traité de tous les noms. Ceux qui dénoncent aussi ce qu'on appellerait le racisme anti-blanc. Mais encore une fois, j'ai envie, je vais vous prendre à partie, mais il n'y a rien de personnel. Mais qu'est-ce que vous connaissez finalement des quartiers? À part ce que tel reporter sera allé pour une semaine, au maximum, s'il fait une semaine ou quelques heures, à amener un peu des faits divers. Il y a des gens qui vivent
qui vivent au quotidien. Ça fait des années qu'ils sont là. Donc il faut arrêter de dire oui, le racisme anti-blanc. Bien sûr que ça existe, mais c'est totalement anecdotique par rapport au racisme concernant les Français d'origine africaine ou d'origine maghrébine. Est-ce que votre notoriété vous protège désormais du racisme? Malheureusement non, parce que vous avez des exemples? Non, mais parce que c'est très, si vous voulez, c'est très ambigu et complexe dans ma situation. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Je suis dans une émission de radio, je dis pas laquelle. Je termine mon interview concernant le bouquin et le journaliste me dit: alors Abdel Malik, vous vous sentez bien en France? Est-ce que vous vous sentez bien en France? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon pays. Je suis totalement français. Et ce problème, le problème, c'est qu'il y a un déni de la réalité. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des gens qui vivent dans une espèce de bulle. On veut pas voir la France telle qu'elle est aujourd'hui. On veut pas voir la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et la France telle qu'elle est aujourd'hui, elle est riche. Et il faut arrêter de pointer toujours sur ces choses. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi parce que là, on parle du peuple, les élites aussi, une bonne partie de nos élites ne voient pas la France telle qu'elle est aujourd'hui. Mais parce qu'il y a une pauvreté intellectuelle et culturelle. Regardez. C'est le centenaire de la naissance d'Albert Camus. On en parle. J'ai ouvert les journaux, on n'en parle pas. Moi, je vais faire un spectacle le 16 décembre au Théâtre du Châtelet, justement autour c'est une création autour de l'œuvre d'Albert Camus. Et voilà, et moi j'essaye de pousser ça parce que la culture, l'art, c'est ça qui nous amène l'intelligence, cette idée d'humanisme. Quand des grandes figures comme Albert Camus disent que il est essentiel finalement de lutter pour la justice, et il n'est pas de ceux qui luttent pour la justice en amenant une injustice. Et voilà, on se retrouve face à des figures comme ça où on est dans des démarches populistes, où on est dans des démarches où on divise les Français. Où sont les grandes figures intellectuelles, les visionnaires, les gens qui nous expliquaient un petit peu Bien sûr. Où sont les Sartre, où sont les Camus, où sont les Deleuze, où sont les Foucault, où sont maintenant on a Nabila qui fait les plateaux télé. Eh oui, mais Nabila, elle devient pas célèbre comme ça toute seule. Je veux dire, les notions d'audimat, les notions de voilà, etc. C'est important à un moment donné de donner de l'importance et de la parole aux gens qui vont amener de l'épaisseur et qui vont nous faire grandir. Et surtout qui vont nous faire vraiment avancer ensemble. Vous dites donc aujourd'hui, il faut que les élites et la population et même les reporters voient la France telle qu'elle est aujourd'hui. Mais moi, je me souviens de la remarque d'un ministre de l'Intérieur qui a dit: mais il y a des quartiers aujourd'hui, on a l'impression de plus être en France. C'est-à-dire qu'il y a des djellabas, il y a des boubous, et puis c'est la religion, c'est ce qui est écrit dans le livre qui est plus importante que les lois de la République. Donc, comment répond-on à ça? Bon, d'abord, j'ai envie de vous dire, dites-moi quels sont ces quartiers, mais précisément. Et pas un truc anecdotique qui est arrivé parce qu'il y avait quelqu'un qui portait le voile intégral. À Roubaix, dans certains quartiers. Le quartier de l'Épeu, à Roubaix. Non, la première des choses, j'ai envie de vous dire, dites-moi le quartier. Et deuxièmement, le quartier de l'Épeu, à Roubaix, le 18e arrondissement, par exemple, à Paris, ça peut être sur 3-4 pâtés de maison. Et deuxièmement, je vous dis comment en est-on arrivé là. Je vais vous donner une anecdote. Comme ça, vous allez bien comprendre. Je suis originaire d'un quartier à Strasbourg, qui s'appelle le Neuf, et je les salue. Je suis enfant. Ma mère veut déménager parce que elle a envie de mixité sociale. Elle a envie de voir un appartement plus grand, etc. Donc elle va aux offices HLM à l'époque. Elle leur demande ça, comment ça se passe. Et j'étais présent. Et on lui dit: mais on va vous mettre à tel endroit, comme ça vous serez entre vous. Mais on a organisé ça. Mais non, moi je suis pas dans le complot, etc. Non, mais je pense. On trouvait que c'était plus simple de mettre finalement les Français d'origine congolaise d'un côté. C'est-à-dire que c'est un manque de vision. C'est un manque de vision, c'est un manque finalement d'intelligence et de compréhension de l'humain et de la France qui a fait ça. Donc à un moment donné, l'idée, c'est de mettre les choses à plat, d'être capable de se dire voilà, on peut être de gauche comme de droite ou du centre, enfin qu'importe, qu'il y a des sujets qui sont qui vont au-delà des clivages politiques. Mettons-nous ensemble et faisons un grand projet pour l'Europe concernant l'immigration, pour la France concernant l'immigration, un grand projet pour l'Europe et la France concernant la culture, un grand projet concernant les religions et notamment l'islam, puisque c'est de ça qu'il est question. Et voilà. Mais où sont ces grandes idées? Où sont les grands Grenelles, j'ai envie de dire, sur ces idées-là? Est-ce qu'aujourd'hui le salut passe justement par la politique? Est-ce que les gens que vous rencontrez, les jeunes, etc., ils attendent quelque chose des hommes politiques ou des femmes politiques? Le salut passe par la responsabilité et surtout cette idée de dire que on peut tous peser dans la société, tous où on se trouve. Et puis le salut passe aussi par finalement plus de valeur, d'intelligence et de déontologie par rapport aux élites et aux médias, parce qu'il faut bien savoir que les médias font un travail énorme, ils influencent énormément. On est pris en otage par des images. Aujourd'hui, on parlait d'islam, que vous me dites oui, alors on voit, ça fait peur, mais
ça fait peur parce que nos imaginaires sont pris en otage. Quand on dit islam, vous pensez pas aux oiseaux en train de s'envoler dans le ciel et un coucher de soleil. Tout de suite, vous avez parce qu'il y a aussi une réalité. Non, mais il y a aussi une réalité. Ouais, mais il y a une réalité, mais il y a aussi une autre réalité. Il y a d'autres gens aussi qui sont totalement en phase avec leur pays, qui aiment la France. Ça, c'est peut-être le défaut des journalistes de parler de toujours quand ça va mal et jamais quand ça va bien. Néanmoins, il y a quand même la réalité du terrorisme islamiste qui s'exprime chaque jour. Il y a l'actualité récente avec ces 2 journalistes qui ont été assassinés. Il y a ce qui se passe ici ou là. Donc ça, elle existe aussi cette réalité. Mais comment vous pouvez savoir l'impact réel d'autres qui eux sont dans une démarche plus positive sur la France et le monde si on leur donne pas la parole? Abdelmalik, deuxième extrait, le philosophe Alain Finkielkraut qui pose la question de l'identité française, l'identité malheureuse. Il était avec nous sur RMC il y a quelques jours et la question du voile notamment, du voile chez les étudiantes. Quand vous venez voiler en cours, vous déclarez quelque chose. Le voile, on dit que c'est un symbole de la pudeur, c'est au contraire une sorte d'affichage, une manière de dire le dogme dont je suis porteur est plus puissant, plus fort, plus vrai que les savoirs que vous êtes censé m'apporter. Je sais que Alain Finkielkraut est un camusien. Moi, j'aime énormément Camus aussi. Et Camus dit que les 2 dangers qui guettent l'intellectuel ou l'artiste, ce sont le ressentiment et la satisfaction. Et j'ai le sentiment que ce monsieur est vraiment dans le ressentiment et c'est dangereux parce que au niveau intellectuel, il va amener des choses comme ça et puis avec des bons mots tournés d'une certaine manière et les esprits faibles tombent dedans. Parce que la réalité, c'est que concernant le voile islamique, on pourrait donner plein d'exemples. Et surtout, le voile n'est pas le symbole de l'islam. C'est-à-dire, ça fait partie de la culture islamique, mais c'est pas le symbole de l'islam. Donc déjà, au niveau intellectuel et au niveau conceptuel, la manière dont s'exprime ce monsieur, il est dans l'erreur. Et quand il dit que le voile c'est un affichage, que la personne veut s'afficher, peut-être contre le savoir, contre quelque chose. Vous savez bien qu'il y a plein d'individus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut penser ça et quelqu'un qui pense pas du tout ça. Donc le fait de réduire ça à cette seule attitude, et j'en parle d'ailleurs dans mon ouvrage du voile. Je parle de ce rapport au voile. À un moment, il faut être capable, quand on est un intellectuel, d'être dans l'humanité. D'être dans le fait d'essayer de comprendre l'autre, d'être dans le fait de trouver des passerelles, des liens et de déconstruire positivement les choses. Et pas juste d'être dans le ressentiment un peu presque haineux et bête, quoi. Et c'est triste qu'un grand intellectuel en arrive là. Troisième extrait pour vous. On va parler foot, Patrice Evra. Michel Fernandel. Et lui, quand on lui a donné les clés du Paris Saint-Germain, à part sucer des supachoups et danser la Macarena au bord du terrain, je sais pas ce qu'il a fait. Comment il s'appelle, le Tournevis, là, Roland Tournevis, là? Lui aussi sur RMC, il fait que de parler. C'est eux, c'est ces personnes que j'ai citées. C'est pas le peuple français. Alors Fernandez, Tournevis, Courbis, on les connaît bien ici. L'équipe de France mal aimée. Et il en avait gros sur la patate. C'est ça. C'est-à-dire que symboliquement, enfin, l'équipe de France est important parce que c'est là pour nous donner de l'espoir, etc. Mais à un moment, mais il faut pas non plus donner trop de proportions, donner trop d'importance parce qu'il y a d'autres choses à faire en politique. Mais est-ce qu'ils se sont mal comportés, Evra peut-être le premier, est-ce qu'ils se sont mal comportés tout simplement et à un moment donné on a un peu honte de ceux qui sont censés nous représenter sur le terrain? Oui, mais encore une fois, c'est toute proportion gardée. C'est-à-dire ça ne reste que c'est du sport, c'est du football. Quand on les traite de racailles, parce que certains les traitent de racailles. Après il y a des attitudes individuelles qui peuvent être contestables, mais il faut aussi, encore une fois, il faut essayer de se mettre à la place des gens. C'est-à-dire que depuis qu'on est gamin, on nous met dans on est dans un cadre et puis on est d'une certaine manière. Je pense que ceux qui doivent donner l'exemple, c'est ceux qui forment. Les formateurs doivent donner un exemple moral, un exemple de valeur, etc. Mais qu'est-ce que vous dites à un gamin qui est déjà milliardaire? Mais qu'est-ce que vous dites? On ne devient pas milliardaire du jour au lendemain, monsieur, vous le savez bien. Donc c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation, mais pas. Il y a les parents évidemment, mais il y a l'encadrement. L'éducation avec les éducateurs sportifs. Parce qu'en général, ils sont pris très tôt par. Voilà. Et puis Evra, il en avait, je sais pas, il en avait gros sur le cœur et puis il avait raison un peu. Il avait raison quand même. Qu'il ait raison ou pas, c'est pas à moi de dire ça. Ah, vous mouillez pas. Non, mais en tout cas. Je sens quand même, vous dites qu'il a eu un peu raison aussi de remettre les choses et les pendules à l'heure. Mais à un moment donné, on ressent des choses, alors on parle avec le cœur et on dit les choses, mais
des fois on peut parler avec le cœur et pas être dans la vérité, mais je peux comprendre. Cette équipe de France, elle a été pointée du doigt aussi vis-à-vis de la religion. Mais Ribéry, ses prières là, et c'est l'équipe de France communautariste, c'est l'équipe de France des musulmans, même on pouvait lire. Ça a été dit. Ben ouais, mais parce que c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, c'est marrant ça. C'est-à-dire, on est toujours à faire des pansements sur jambes de bois. On a un problème d'incompréhension de la communauté nationale concernant, par exemple, l'islam. Et au lieu d'aller sur le fond, c'est-à-dire d'amener des spécialistes, qu'on puisse s'asseoir, les politiques, comment on va faire les choses, eh ben, c'est Ribéry qui va être la solution en ayant une attitude meilleure ou pas. Je veux dire, c'est triste. On en est arrivé là. Je veux dire, à un moment donné, ces gens-là sont des footballeurs et ils sont payés pour bien jouer et avancer, etc. Après, au niveau du comportement individuel et personnel, on est tous soumis à ça. On doit tous essayer d'avoir le meilleur comportement possible. Mais voilà. Après, donc la religion n'a rien à voir avec tout ça. Ah, ça n'a rien à voir. C'est des histoires d'individus. Est-ce que finalement la France est pas en train de changer et de devenir un pays à l'anglo-saxonne de communauté, Abdelmalik, et il faut s'y habituer, ce sera comme ça. Non, on est dans une période de transition. Et quand même, il y a ce génie français qu'on peut retrouver dans ces institutions, qui sont des choses qui nous, comment dire, qui font de nous un peuple particulier dans le monde. Et abandonner ça, parce qu'intellectuellement on n'est pas à la hauteur de notre héritage, de notre patrimoine, ça serait gravissime. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que des communautés qui vivraient les unes à côté des autres. On a une communauté, c'est la communauté nationale. Et c'est de ça qu'il est question. Moi, justement, il y a des personnes qui sont venues me voir concernant mon bouquin. Ils étaient totalement bouleversés en disant que c'est cette France qu'on appelle de tous nos voeux. C'est ça, c'est cette manière de voir les choses. Et voilà, et moi j'écris. Donc il faut réconcilier les Français avec leur pays, avec eux-mêmes, avec leur pays, avec leurs institutions, et pas prendre des solutions comme moi, non, ça vaut pour leur mentalité à eux, mais moi je suis parce que finalement ce sont des ensembles de communautés réunies sous le drapeau américain. C'est sur certains points ils peuvent nous donner ils peuvent nous aider ou donner des, mais c'est un pays différent. Ce sont des anglo-saxons, c'est un autre être au monde. Moi j'ai envie de revenir directement à nos fondamentaux: liberté, égalité, fraternité, les grands auteurs, l'intelligence, l'humanisme, être un phare pour le reste du monde, etc., etc. Cette intelligence-là.